Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Vous êtes-vous déjà senti petite, perdue au sein d'une famille où l'on semble ne voir vos sacrifices que comme une évidence? Aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire, celle de Marie, une femme qui a été méprisée, oubliée dans sa propre maison, mais qui a retrouvé sa véritable valeur. Cette histoire est un rappel que votre valeur ne dépend jamais de l'approbation des autres. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous nous écoutez. Laissez un commentaire pour nous dire votre âge et où vous vous trouvez en ce moment. Je trouve toujours du réconfort à savoir d'où les gens viennent, car parfois, même dans la trahison, nous pouvons trouver un lien dans les histoires des autres. Laissez-moi vous ramener à ce fameux Noël. La salle à manger de notre appartement haussmannien était parée pour les fêtes, comme elle l'avait toujours été. Les bougies scintillaient, le chapon rôtissait dans le four, et la purée de marrons était servie dans des coupes en cristal qui appartenaient à ma famille depuis des générations. Mon concentrateur d'oxygène bourdonnait doucement à côté de moi, son rythme familier, presque comme une musique de fond. J'essayais de me concentrer sur la chaleur des lumières, l'odeur de cannelle, la vue de la neige tombant légèrement derrière les grandes fenêtres parisiennes. Mais la chaleur ne va pas bien loin quand les gens autour de la table vous traitent comme si vous étiez déjà dans la tombe. Je me suis assise au bout de la table, comme toujours, pendant que mes deux fils, leurs épouses, et ma fille s'activaient au milieu des rires et des bavardages. Au début, tout semblait normal. Le cliquetis des couverts, le passage des plats, un toast occasionnel. Je tenais ma fourchette avec précaution, respirant lentement par le tube dans mon nez, essayant de ne pas laisser l'appareil siffler trop fort. Puis je l'ai entendu, un rire sec de mon fils, Stéphane. Il s'est penché vers sa femme, pensant que je ne pouvais pas entendre. Pas la peine d'acheter un cadeau pour maman l'année prochaine. Elle ne sera plus là d'ici là. Sa femme, toujours prompte à jouer le jeu, a ricané dans son verre de vin. Enfin un peu de place dans l'appartement une fois qu'elle sera partie. Imagine comme tout sera plus simple. Je me suis figé. Ma fourchette est restée suspendue au-dessus de mon assiette, ma main tremblant légèrement. Je n'ai pas levé les yeux. Je ne voulais pas leur donner la satisfaction de voir que leurs mots m'avaient touché. Mais mes oreilles, oh mes oreilles, ont capté chaque syllabe. Puis ma fille Isabelle est intervenue avec son visage d'ange, prétendant toujours être l'enfant parfaite. Au moins, l'héritage sera réglé pour le Noël prochain. Ce sera peu être les premières fêtes que nous pourrons vraiment apprécier sans tout ça. Elle a fait un geste vague vers moi, vers le concentrateur, vers les tubes. Les rires ont fusé autour de la table, bas au début, puis plus fort, insouciant. C'était comme écouter une meute de loups qui encerclaient leur proie, attendant que la plus faible tombe. J'ai bu une gorgée d'eau pour stabiliser ma main. Ma petite fille Chloé, ma seule étoile brillante, était assise 2 chaises plus loin. Ses yeux se sont écarquillés. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Et elle a chuchoté vivement. « Arrêtez! Elle peut vous entendre. » Mais Stéphane l'a simplement ignorée d'un geste de la main. Elle entend ce qu'elle veut. De toute façon, ça n'a pas d'importance. J'ai baissé les yeux vers le chapon doré, son glaçage brillant sous le lustre. J'ai pensé à tous les Noëls passés, aux années où je restais éveillé jusqu'à l'aube pour emballer les cadeaux, aux fois où je faisais des doubles journées pour m'assurer qu'il ne manque de rien. Je me suis revu des années en arrière, veuve à 45 ans, debout dans une cuisine froide avec une pile de factures impayées, me disant que je trouverais un moyen. Je l'ai toujours fait. J'ai préparé des déjeuners, payé les frais de scolarité, raccommodé les vêtements et souri malgré ma propre fatigue. Tout ça pour eux, et voilà ce que j'obtenais en retour. Des rires moqueurs sur mon appareil respiratoire, des sarcasmes sur ma durée de vie, ma poitrine s'est serrée, non pas à cause de la maladie, mais à cause de quelque chose de plus aigu, la trahison. J'ai regardé Chloé, puis ses petites mains ont serré la mienne sous la table. Ses yeux, pleins d'un feu silencieux, disaient ce que personne d'autre n'osait dire. « Tu con !» Cela a suffi à m'empêcher de m'effondrer à ce moment-là. J'ai relevé le menton, forçant ma respiration à se calmer, et j'ai laissé leurs paroles cruelles glisser sur moi comme si elles ne m'avaient pas profondément blessé. À l'intérieur, cependant, quelque chose a changé. Cette nuit-là, assise seule dans ma chambre, avec le doux sifflement du concentrateur d'oxygène remplissant le silence, j'ai repassé leurs voix, leurs rires, leur cruauté désinvolte, et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas senti faible. Je me suis senti résolu. S'ils pensaient que j'étais un fardeau, s'ils pensaient que mes jours étaient comptés, s'ils pensaient qu'ils pouvaient se moquer de la femme qui leur avait tout donné, alors ils étaient sur le point d'apprendre ce que signifiait sous-estimer Marie Dubois. S'ils pensent que j'ai fini, ai-je chuchoté dans le silence,
Ils sont sur le point d'apprendre le contraire. Et avec cela, la première étincelle d'un plan a commencé à brûler en moi. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'oppression familière dans ma poitrine. La routine était toujours la même. Brancher le tube, vérifier le réservoir, m'assurer que le débit était stable et me traîner vers la cuisine pour un thé. Cela aurait dû être un moment de fragilité. Mais ce matin-là, en me regardant dans le miroir au-dessus de l'évier, j'ai vu quelque chose de différent. Mes cheveux, argentés et fins, étaient tirés en chignon, mon visage marqué par des années de sacrifice. Mais mes yeux, oh, ils étaient de nouveau vivants. Il y avait de l'acier en eux, une lueur que je n'avais pas vue depuis des années. Je me suis souvenu de quelque chose que mon défunt mari, Jean-Luc, m'avait dit un jour. Il avait pris ma main un soir tranquille après une dure journée de travail, sa voix basse, mais ferme. « Marie, promets-moi une chose. Ne les laisse jamais te traiter comme si tu étais moins que la mère qui a bâti leur vie. Tu as porté trop de choses pour laisser quiconque te porter comme un bagage. » Ces mots m'étaient revenus avec un nouveau but. Je réalisais que j'avais laissé mes enfants me porter comme si j'étais un fardeau, pas une fondation, et cela devait changer. Cette semaine-là, j'avais un rendez-vous chez le médecin. Ma fille était censée me conduire, mais elle a prétendu avoir des projets. J'ai pris un taxi à la place. Quand mon nom a été appelé, je suis entré, me préparant à d'autres mauvaises nouvelles. Mais le docteur Martin m'a surprise. Il a regardé mes dossiers, écouté ma respiration et a dit « Vous êtes stable, Marie. Votre état ne s'aggrave pas. Vous êtes peu, être limité, oui, mais vous avez encore des années devant vous si vous prenez soin de vous. Des années, pas des mois, pas des semaines, des années. » Mon cœur s'est gonflé. J'ai pensé au visage suffisant de mes enfants à la table de Noël, à leur murmure que je ne verrais pas une autre fête. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis permis de sourire. J'avais assez de temps pour faire ce qui devait être fait. Cette nuit-là, je me suis assise avec un bloc-notes sur mes genoux. Je n'ai pas écrit sur la vengeance. C'était une question de justice, d'équilibre. S'ils me croyaient déjà parti, alors j'agirais comme si je l'étais. Le lendemain matin, j'ai appelé la seule personne en qui j'avais encore confiance, en dehors de Chloé, mon avocat, Maître Bernard. Sa voix était calme au téléphone. « Marie, cela fait des années. Que puis-je faire pour vous ?» J'ai pris une profonde inspiration. L'oxygène sifflant, comme pour ponctuer mes mots. J'ai besoin de faire quelques changements, urgents. Il n'a pas posé de questions. Il a simplement demandé « Quand pouvez-vous venir ?» J'ai répondu, sans hésitation. Demain matin. Il pensait que j'étais faible. Il pensait que je m'éteignais. Mais demain, je commencerai à leur prouver le contraire. Le lendemain matin, je me suis levé tôt. J'ai enfilé mon manteau de laine le plus chaud et j'ai soigneusement ajusté la sangle qui maintenait mon réservoir d'oxygène à mon côté. Ma respiration crépitait doucement, mais pour une fois, cela ne ressemblait pas à une faiblesse. C'était comme un battement de tambour qui me poussait en avant. Je serrai mon sac à main, où j'avais glissé des documents, des relevés de compte et la dernière lettre que Jean-Luc m'avait écrite. Ce n'était pas une preuve, c'était une armure. Quand je suis entré dans le bureau de Maître Bernard, j'ai été frappé de voir à quel point peu de choses avaient changé. Des étagères en bois sombre, une horloge grand-père qui tic-taquait dans le coin. L'odeur de vieux papier et d'encre a rempli la pièce, m'ancrant dans un sérieux qui a solidifié encore plus ma résolution. Je me suis installé dans le fauteuil en cuir face à son bureau. Mes enfants, ai-je commencé, ma voix stable, ont clairement montré ce qu'ils pensent de moi. Ils ont ri de moi, de mon concentrateur d'oxygène pendant le dîner de Noël. Ils ont parlé de l'héritage comme si j'étais déjà sous terre. Sa mâchoire s'est crispée, mais il n'a pas interrompu. Alors, ai-je poursuivi « Je veux faire quelques changements » en silence et en profondeur. Maître Bernard s'est penché en arrière. Des changements au testament ? Plus que cela, ai-je dit. L'appartement, les comptes, tout. Je veux que l'acte de propriété soit transféré dans une fiducie. Pas au nom de mes enfants, Dieu m'en garde, mais à celui de Chloé. Elle est la seule à m'avoir défendu, et je veux qu'une partie de mes économies soit versée au secours populaire. Jean-Luc et moi avions toujours eu l'intention de donner en retour un jour. Ce sera notre façon de le faire. Pendant un moment, le silence a rempli la pièce. Puis, Maître Bernard a demandé « Et vos enfants, vous êtes certaine de vouloir les déshériter complètement ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ma voix n'a pas tremblé. Ils m'ont déjà effacé de leur vie. Je ne fais que leur rendre l'appareil, avec des papiers. Il a commencé à rédiger des documents, sa plume grattant sur les pages.
Nous allons transférer la propriété de l'appartement immédiatement. Quant au compte, nous allons fermer les comptes joints aujourd'hui. Tout accès qu'ils avaient sera révoqué. La pensée m'a fait sourire. Une courbe amère mais satisfaisante de mes lèvres. J'ai imaginé Stéphane se réveillant pour découvrir que la carte de crédit qu'il utilisait pour ses voyages de golf était refusée. Ou ma belle-fille réalisant que son budget pour le spa s'était évaporé. Maître Bernard a fait une pause. « Vous savez que cela va provoquer un tollé, Marie. » Je laissai échapper un petit rire rauque. Bien, qu'il s'étouffe avec. Alors que je signais chaque document, un calme étrange s'est installé en moi. À chaque signature, c'était comme si je réécrivais l'histoire que mes enfants avaient déjà planifiée pour moi. Ils me voulaient partie, effacée, remplacée par ce qu'ils pensaient mériter. À la place, je leur donnais quelque chose de bien plus dur. Rien. Quand le dernier papier a été signé, Maître Bernard les a glissés dans un dossier et l'a verrouillé dans son tiroir. « C'est fait », dit-il fermement. Je me suis penché en arrière, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le sifflement de mon réservoir d'oxygène ne sonnait plus comme des chaînes. Il sonnait comme une victoire. Ce soir-là, de retour dans mon petit salon, je me suis assise avec Chloé. Elle était passée m'apporter le dîner, ses yeux pleins d'une chaleur qui me rappelait qu'il y avait encore du bon dans la famille. « Grand-mère, dit-elle doucement, pourquoi souris-tu » J'ai pris sa main, la serrant. « Parce que, ma chérie, aujourd'hui j'ai repris ce qu'il pensait m'avoir déjà volé. Et demain, j'en reprendrai encore plus. » Elle n'a pas insisté pour avoir des détails. Elle m'a simplement serré dans ses bras, sa joue contre la mienne, et a murmuré « Tu es plus forte qu'ils ne le sauront jamais. » Et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai cru. Si je restais, ils me tourneraient autour comme des vautours. J'ai donc décidé de disparaître. J'ai commencé à faire mes bagages en silence. Un peu chaque nuit. Quelques vêtements, des albums photos, la vieille montre de Jean-Luc. Seulement l'essentiel. Je n'allais pas vers le luxe, juste la paix. À la fin de la semaine, j'avais appelé un service de déménagement, discret. En 2 heures, les quelques affaires dont j'avais besoin étaient chargées dans un petit camion. Il n'a pas posé de questions quand je lui ai donné l'adresse d'une petite ville sur la côte normande, à 2 heures de route. J'ai laissé les rideaux tirés, les portes verrouillées. Ensuite, j'ai débranché le téléphone fixe, éteint mon portable, et les ai glissés tous les deux dans un tiroir. Mon monde était de nouveau à moi. Chloé est venue la veille de mon départ. Elle avait été ma confidente, même si je ne lui avais pas tout raconté. « Grand-mère, dit-elle doucement, tu es sûre de ça ?» Je l'ai regardée, mon cœur endolori d'amour et de chagrin. « Je ne suis plus sûr de grand-chose, mon enfant. Mais je suis sûr de ceci. Rester ici me tuera plus vite que n'importe quelle maladie. J'ai besoin de paix, et j'ai besoin qu'ils apprennent ce que c'est que de vivre sans moi. » Elle m'a serré dans ses bras. « Je viendrai te voir, où que tu sois. » J'ai souri, caressant sa joue avec des doigts tremblants. C'est tout ce dont j'ai besoin. Juste une personne qui se souvient de qui je suis, pas de ce que je laisse derrière moi. Quand je suis enfin sorti cette nuit-là, l'air était vif. J'ai regardé une dernière fois l'immeuble. Cet endroit pour lequel je m'étais tant battu, cet endroit qui m'avait presque brisé, puis je me suis détourné. J'ai loué une modeste maison de pêcheur, la peinture blanche un peu écaillée, les volets de travers, mais elle avait une vue sur l'océan qui me coupait le souffle. La propriétaire, une femme âgée à la voix rocailleuse, n'a posé aucune question. Elle m'a simplement tendu les clés. Cette première nuit, je me suis assise sur le porche, enveloppée dans une couverture, regardant la mer, aller et venir. Pendant ce temps, à Paris, la tempête avait commencé. Stéphane a essayé de retirer de l'argent et a trouvé le compte fermé. Ma belle-fille a essayé de payer une journée au spa et a failli faire une scène lorsque sa carte a été refusée. Ma fille, toujours prévoyante, s'est connectée à ce qu'elle pensait être notre compte joint, pour ne trouver qu'un solde vide. La panique les a saisis. Ils se sont appelés, les voix acérées et accusatrices. Ils sont venus à mon appartement, frappant à la porte verrouillée. Pas de réponse, rideau tiré, silence. Dans ma petite maison, j'ai allumé une bougie et j'ai souri. Pour la première fois depuis des années, j'étais invisible pour eux. Et pourtant, je ne m'étais jamais sentie aussi vivante. Cela faisait près de 6 semaines que je m'étais échappé sur la côte. 6 semaines d'air salin, de matin calme. J'avais commencé à guérir. Pas mes poumons, non, mais mon esprit. Mais dans la ville que j'avais laissée derrière moi, la tempête se préparait. Maître Bernard avait convoqué mes enfants à son bureau pour ce qu'il supposait être l'inévitable, la lecture de mon testament. Dans leur esprit, j'étais parti. Et peu
être, d'une certaine manière, je l'étais. Ils sont arrivés ce matin-là vêtus de noir et de gris comme s'ils assistaient à des funérailles. Stéphane, dans un costume sombre. Isabelle, les lèvres pincées, portant des perles qu'elle n'avait pas méritées. Chloé était là aussi, assise tranquillement dans un coin. Stéphane a soupiré bruyamment. Finissons-en. Nous savons tout ce qui nous attend. L'arrogance de leurs paroles a tranché l'air. Ils n'étaient pas en deuil. Ils étaient affamés. Maître Bernard a ouvert le dossier sur son bureau. En tant qu'exécuteur testamentaire de la succession de Marie Dubois, il est de mon devoir de vous informer de ses dernières volontés. Stéphane s'est penché en arrière, avec un sourire suffisant. Enfin. Mais le sourire n'a pas duré. Maître Bernard a commencé à lire, sa voix ferme et délibérée. À mes enfants, Stéphane et Isabelle, ainsi qu'à leurs conjoints. Vous avez été retirés en tant que bénéficiaires de ma succession. Les mots sont tombés comme des pierres dans la pièce. Le visage de Stéphane est devenu rouge. Quoi? C'est impossible. Maître Bernard a continué. Imperturbable. L'appartement situé au 214 boulevard Saint-Germain a été transféré dans une fiducie dont la pleine propriété appartient à ma petite-fille, Chloé Dubois. Isabelle a eu le souffle coupé, sa main se portant à ses perles. Elle ne peut pas faire ça. Et Maître Bernard a poursuivi. Une partie des actifs financiers de Marie a été dirigée vers le secours populaire à la mémoire de son défunt mari, Jean-Luc Dubois. Stéphane a frappé du poing sur le bureau. Vous mentez. Elle ne ferait jamais ça. Elle sait que nous avons besoin de cet argent. Elle le sait. Maître Bernard a ajusté calmement ses lunettes. Tout est ici dans ces documents signés. Légal et contraignant. Attesté, notarié, irréfutable. Le silence qui a suivi était épais de choc. Et puis, juste au moment où Maître Bernard s'apprêtait à fermer le dossier, je suis entré dans la pièce. Le sifflement de mon concentrateur d'oxygène m'a annoncé avant même ma voix. Ils se sont tournés un par un, les yeux écarquillés. La bouche de Stéphane s'est ouverte. Le visage d'Isabelle est devenu livide. Je me tenais là, frêle mais droite, avec Chloé à mes côtés. Surpris, ai-je demandé, ma voix calme, posée. Stéphane a bégayé. « Maman, tu es vivante ?» J'ai hoché la tête. Vivante. Plus vivante que vous ne l'espériez, certainement. J'ai marché lentement vers le bureau, les roulettes du réservoir cliquetant doucement sur le sol. Chaque pas était une déclaration, chaque souffle un défi. « Vous avez ri de moi, ai-je dit, mon regard balayant leur visage stupéfait. Vous vous êtes moqué de la machine qui me maintient en vie. Vous avez compté les jours jusqu'à ce que vous puissiez m'enterrer et récupérer ce que vous pensiez vous être dû. » Les lèvres d'Isabelle tremblaient. « Nous ne le pensions pas, mère. J'ai levé la main, la faisant taire. Si, vous le pensiez. Et vous avez oublié que j'écoutais. J'ai entendu chaque mot cruel à cette table de Noël. J'ai vu la cupidité dans vos yeux. » Stéphane s'est penché en avant, sa voix s'élevant. « Ce n'est pas juste. Nous sommes tes enfants. » Des enfants? J'ai laissé le mot flotter dans l'air, amer et tranchant. Les enfants ne se moquent pas des poumons défaillants de leur mère. Les enfants ne tournent pas en rond comme des loups, attendant que leur mère meure. Vous étiez peu être mes enfants un jour, mais vous avez choisi la cupidité plutôt que l'amour. Et maintenant, vous en récolterez les conséquences. Chloé m'a serré la main, ses yeux remplis de larmes, non pas de tristesse, mais de fierté. Je me suis tourné pour partir, ma voix portant une dernière vérité. J'ai être besoin d'oxygène pour respirer, mais je n'ai pas besoin de trahison pour vivre. Et sur ce, Chloé et moi sommes sortis, les laissant dans les ruines de leurs propres attentes. L'air à l'extérieur du bureau de Maître Bernard était frais, vif et presque doux. Mes poumons peinaient toujours à chaque respiration, mais chaque inspiration ressemblait à un triomphe. Derrière nous, le son étouffé de voix fortes s'échappait de la porte du bureau. Stéphane criait. Isabelle pleurait. Ma belle-fille sifflait comme un chat acculé. Je ne me suis pas retourné. Le lendemain, mon téléphone, que j'avais laissé intact dans le tiroir, s'est allumé avec des dizaines d'appels manqués et de messages vocaux. La voix de Stéphane a tonné à travers le haut-parleur. « Maman, qu'est-ce que tu as fait, bon sang? Tu nous as ruinés. Cet appartement était censé être à nous, notre avenir. Tu ne réfléchis pas. Rappelle-moi et arrange ça. » Un autre message d'Isabelle. Cette fois, sa voix était cassante de désespoir. « Mère, s'il te plaît, ce n'est pas toi. Des gens te manipulent. Tu es malade.
Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne peux pas simplement rayer tes propres enfants comme ça. Chloé a resserré la mâchoire en supprimant le message. Tu n'as pas besoin d'entendre ça, grand-mère. Mais j'ai souri faiblement. Oh, si. Chaque mot prouve que j'ai fait le bon choix. Stéphane s'est même présenté une fois à la maison. Chloé était avec moi. Et quand nous avons vu sa voiture arriver, son visage est devenu pâle. Reste à l'intérieur, hâtée, elle murmurait. Mais j'ai secoué la tête. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse frapper. Il se tenait là, le visage rouge, le costume froissé. « Maman ?» dit-il, essayant d'adoucir sa voix. « Parlons, on peut arranger ça. Rétrocède juste l'appartement. Tu sais que je peux m'en occuper. Tu peux rester avec nous. Nous te mettrons à l'aise. » Ces paroles dégoulinaient de fausses gentillesses. Je les regardais fixement, ma main stable sur le réservoir d'oxygène. À l'aise, le seul confort dont j'ai besoin est de savoir que le travail de ma vie n'est pas gaspillé entre des mains ingrates. Tu as fait ton choix à Noël quand tu as ri de moi. Je ne fais que l'honorer. Il a ouvert la bouche pour argumenter, mais Chloé s'est avancée, sa voix tranchante. « Pars, oncle Stéphane, tu n'as rien à faire ici. » Son visage s'est tordu, mais il s'est retourné, marmonnant des jurons à voix basse en retournant à sa voiture. Cette nuit-là, je me suis assise à nouveau sur le porche, regardant les vagues. « Ils ne te pardonneront jamais, » dit doucement Chloé, presque comme un avertissement. Je l'ai regardé, mes yeux captant le reflet du clair de lune, et je ne leur pardonnerai jamais. Nous sommes quittes. Elle a souri tristement, mais ensuite son expression s'est adoucie. « Je suis fière de toi, grand-mère. Tu leur as montré qu'ils ne peuvent pas te briser. » Ces mots m'ont enveloppé comme une couverture. Les semaines ont passé, et lentement, le bruit s'est calmé. Les appels ont cessé. Les lettres se sont raréfiées. Pendant ce temps, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix. Et bien que ma santé ne se soit pas améliorée, mon esprit, si. La mère a une façon d'enseigner des leçons. Elle n'arrête jamais de bouger, n'attend personne. Elle efface les empreintes sur le sable comme pour dire que l'on ne peut pas s'attarder éternellement dans le passé. C'est ce que j'ai appris ici. La vie va de l'avant, même quand les gens essaient de vous enchaîner à leur cupidité. Cela fait des mois depuis ce jour au bureau de Maître Bernard. Mes enfants ne m'ont pas parlé depuis. Pas de visite, pas d'excuses, pas de changement de cœur soudain. Et j'ai cessé d'en espérer. Au début, ce silence piquait. Mais chaque fois que je rejouais leur rire à la table de Noël, leur voix moqueuse, je connaissais la vérité. Ils ne m'ont jamais voulu, moi. Ils voulaient ce que je portais. Chloé vient souvent, son rire remplissant la petite maison comme la lumière du soleil. Elle m'a demandé un jour, « Est-ce qu'il te manque, grand-mère ?» J'ai longuement réfléchi avant de répondre. Finalement, j'ai dit, « Ce sont les personnes que je pensais qu'ils étaient qui me manquent, mais pas celles qu'ils sont devenues. » Elle a hoché la tête, ses jeunes yeux comprenant plus que je ne l'aurais cru. Je utilise toujours le concentrateur d'oxygène chaque jour. Il pensait que c'était un symbole de faiblesse, quelque chose dont on pouvait se moquer. Mais j'en suis venu à le voir différemment. C'est un rappel que je suis toujours là. Chaque sifflement d'air est un défi. Chaque respiration est une victoire silencieuse. Ils ont dit que je ne tiendrais pas jusqu'à Noël. Pourtant, me voici, regardant les mouettes tournoyer au-dessus des vagues alors qu'un autre printemps approche. Je ne suis pas parti. Je suis juste parti loin d'eux. Est-ce que je leur pardonne? Non. Le pardon est un cadeau, et ils ne l'ont jamais mérité. Ce que j'ai, c'est un point final. Le point final signifie que je n'attends plus leurs appels. Le point final signifie que je peux siroter mon thé en paix, sachant qu'ils ne peuvent plus toucher une seule partie de moi. Le point final, c'est assez. Alors, à vous qui regardez ceci, peut être qu'on s'est moqué de vous, peut être qu'on vous a sous-estimé, peut être que votre famille ou vos amis vous ont traité comme si vous ne comptiez pas. Laissez-moi vous dire que vous comptez. Vous avez toujours compté. Ne les laissez jamais écrire la fin de votre histoire. Écrivez la vôtre. Et maintenant, je vous le demande comme au début. D'où nous regardez-vous? Partagez-le avec moi. Car même si la trahison nous isole, même si la famille nous fait défaut, nous pouvons toujours créer de nouvelles connexions. Nous pouvons toujours compter les uns pour les autres. Ceci était mon histoire. Pas celle du pardon, mais celle de la liberté.